Il est 10 h ici à Paris. Bonjour et bienvenue à vous dans la deuxième partie de Parlons-en. C'est l'image du jour au Proche-Orient, le drapeau israélien sur le point de passage de Rafah. Entre la bande de Gaza et l'Égypte, l'armée israélienne resserre l'étau au sol autour de la ville dans laquelle se massent plus d'1 million de civils palestiniens. Le gouvernement Netanyahou semble déterminé à lancer l'offensive en dépit des critiques internationales. La trêve espérée un temps hier soir semble à nouveau s'éloigner. Et pour discuter de ce Proche-Orient sur les braises jusqu'à 10h45 et tenter de comprendre ce qui se joue sur place, nous irons à Rafah dans un instant retrouver Rami Abou-Jamous qui est notre relais dans une enclave coupée du monde depuis des mois. Nous serons à Jérusalem avec Ludovic de Foucault, à Beyrouth avec Joseph Baout, en plateau avec Shirley Sidbon. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Mois, jour pour jour, après l'attaque du 7 octobre, l'attaque du Hamas et de ses alliés contre Israël qui a fait près de 1200 morts et 250 otages israéliens, le monde a les yeux rivés sur une petite ville d'à peine plus de 60 km², Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza. Rafah où se massent depuis le début de la guerre plus d'1 million de civils et contre laquelle le gouvernement israélien semble déterminé à mener une offensive terrestre. L'armée israélienne annonce ce matin avoir pris le contrôle du point de passage qui relie Rafah à l'Égypte et des chars opèrent dans la zone. Rafah, ou comme ailleurs dans la bande de Gaza, on a cru hier pendant quelques instants que la trêve allait bien être signée entre le Hamas et Israël. Désespoir rapidement douché. Faut-il encore croire à ce cessez-le-feu? C'est donc le sujet de notre discussion ce matin. On va tout de suite aller à Rafah retrouver Rami Abou-Jamous. Bonjour, vous êtes notre relais, nos yeux et nos oreilles sur place depuis des mois dans cette enclave coupée du monde, faut-il le rappeler, journaliste indépendant. Que se passe-t-il à Rafah ces dernières heures, Rami? On peut dire que la guerre a commencé cette nuit, c'était une très forte de bombardement, ça s'est intensifié, beaucoup de victimes, des maisons entières ont été bombardées et surtout on a des problèmes de liaison malheureusement avec vous, Rami. On vous entend assez mal. Avant de peut-être essayer de vous retrouver pour mieux entendre ce qui se passe, parce que bien sûr ce témoignage depuis Rafah est extraordinairement important. On va prendre la direction de Jérusalem, retrouver notre envoyé spécial Ludovic de Foucault. Bonjour Ludovic, on le disait à l'instant, l'armée israélienne diffuse ces images du drapeau israélien sur ce point de passage de Rafah à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Je ne sais pas si vous m'entendez, Ludovic. Visiblement, on a des problèmes aussi de liaison avec Jérusalem. Shirley Sidbon, bonjour. Vous êtes journaliste ici à France 24, spécialiste du Proche-Orient. Pour qu'on comprenne donc ce qui se passe depuis quelques heures à Rafah, est-ce qu'on peut dire que l'armée israélienne a lancé l'offensive terrestre dont elle menaçait le Hamas depuis des semaines maintenant? Alors, elle a lancé une offensive, mais elle essaye de faire passer l'idée, c'est ce qui semble en tout cas, faire passer l'idée que ce n'est pas l'offensive majeure dont elle parlait et qu'elle avait indiqué qu'elle allait la mener avant la fin de cette guerre. Pour elle, c'est une opération limitée pour essayer de ne pas endommager et finalement terminer tout risque d'arriver à un arrêt des négociations avec le Hamas. Israël espère que, selon les paroles officielles du gouvernement israélien, d'arriver à un accord d'un cessez-le-feu, d'une trêve, mais ils vont envoyer aujourd'hui encore une délégation au Caire et une délégation qui va continuer à négocier sur les derniers points de cet accord sur lequel le Hamas est, lui, d'accord désormais. En fait, il y a deux accords qui sont très différents. Celui qu'Israël avait approuvé il y a quelques jours et celui que le Hamas a approuvé encore plus récemment. Et en fait, les Israéliens expliquent qu'il y a un véritable écart. Les Israéliens ont dit oui à un accord avec des conditions bien particulières et le Hamas a eu des conditions différentes. Par exemple, les otages libérés. Pour Israël, ce sont des otages vivants dans la première partie, 33 otages vivants. Pour le Hamas, non, ils sont morts ou vivants, 33 personnes tout court des Israéliens. Et donc, il y a différentes choses comme ça qui montrent donc un écart réel. Et les Israéliens qui disent, oui, c'est vrai qu'on opère, on montre les images et personne ne peut ne pas le voir ou les ignorer. Mais ils disent, ce n'est pas la grande opération, c'est une opération à l'est de la ville. C'est en tout cas leur discours. Ils espèrent que ne pas faire finalement capoter, détruire toute chance d'un accord, parce que ce serait dévastateur également pour Israël. Les images qu'on voit derrière vous, Shirley, c'est ce point de passage de Rafah.
filmé depuis un char israélien, diffusé par l'armée israélienne. Ce point de passage de Rafah, il a été au cœur du conflit depuis le 7 octobre. On en a énormément parlé. C'est un point névralgique. Et le fait que l'armée israélienne installe son drapeau, on le voit derrière vous, ça fait partie d'une stratégie militaire bien précise? Oui, alors les Israéliens expliquent depuis des semaines qu'ils veulent détruire les infrastructures. Au départ, ils ont parlé de détruire le Hamas, mais tout le monde leur a dit que c'est impossible. Alors ils expliquent non, c'est pas détruire le Hamas, c'est détruire les infrastructures du Hamas au maximum, tuer le maximum de membres du Hamas. Et après avoir passé tout le nord de la bande de Gaza, le centre de la bande de Gaza, ils sont dans le sud maintenant. Et finalement, ils disent qu'il reste 4 bataillons, les derniers du Hamas à détruire. Ce sont leurs paroles et les Israéliens ont vraiment un grand nombre d'Israéliens comprennent les choses ainsi, comprennent que après ça, eh bien, le Hamas sera détruit, ce sera la fin de la guerre. Mais évidemment, pour le reste du monde, non, le Hamas n'est pas détruit et le carnage continue. Enfin, de nombreuses personnes palestiniennes meurent. Les otages sont toujours sur place et beaucoup sont déjà morts maintenant. Mais il faut garder à l'esprit que Rafah, c'est la frontière avec l'Égypte. Et peut-être qu'on voit le drapeau d'Israël et le contrôle de cette frontière, il y a aussi eh bien les Israéliens gardent à l'esprit que les Égyptiens sont extrêmement inquiets de perdre le contrôle de la frontière si de nombreux Palestiniens traversent la frontière, ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant. Donc le fait qu'Israël contrôle cette frontière permettrait peut-être d'envoyer les Palestiniens dans l'autre direction, à garder à l'esprit également. On a retrouvé visiblement la liaison avec Ludovic de Foucault à Jérusalem. Bonjour Ludovic. Le gouvernement Netanyahou semble, à l'heure où l'on se parle, vouloir aller jusqu'au bout à Rafah, en dépit des avertissements des alliés, et notamment de l'allié américain. Bonjour Pauline, oui, Shirley l'a dit, Israël estime que les derniers bataillons opérationnels du Hamas sont retranchés à Rafah et qu'intervenir à Rafah porterait un coup fatal au groupe islamiste. Et effectivement, depuis ce matin, de nombreuses images circulent qui attestent de la présence des forces israéliennes dans cette ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé avoir pris le contrôle opérationnel du terminal de Rafah, côté palestinien, à l'est de la ville. La difficulté, évidemment, pour l'armée israélienne, d'abord, c'est de s'assurer de l'évacuation des populations civiles vers ce qu'Israël appelle des zones humanitaires préservées, sécurisées ailleurs dans la bande de Gaza, même si les organisations humanitaires qui travaillent sur place disent que ces zones ne sont pas sécurisées et qu'elles débordent déjà de gens qui s'y réfugient. L'armée israélienne qui indique aussi que depuis hier, 20 combattants du Hamas ont été tués, que 3 entrées de tunnels ont été localisées dans Rafah. Et puis l'autre difficulté aussi pour l'armée israélienne, c'est s'assurer que lors de ces évacuations, des combattants du Hamas n'en profitent pas pour évacuer justement avec les civils. En tout cas, voilà, au moment où on se parle, le passage de Rafah, qui approvisionne depuis l'Égypte la bande de Gaza en aide humanitaire, est sous contrôle israélien et est de fait déconnecté de la route Salah-ad-Din, ce grand axe qui traverse la bande de Gaza et qui relie le sud au nord de l'enclave palestinienne. Ludovic de Foucault, vous restez avec nous. On va prendre la direction de Rafah précisément. On a retrouvé la liaison avec Rami Abou-Jamous. Bonjour, rebonjour Rami. J'espère que la liaison a été rétablie avec vous. Merci infiniment de nous apporter votre témoignage ce matin. Je disais, vous étiez nos yeux et nos oreilles dans cette enclave. Faut-il le rappeler, coupée du monde depuis le 7 octobre où aucun journaliste occidental, à de très rares exceptions près, ne peut entrer. Vous nous disiez à l'instant que la guerre avait commencé à Rafah. Oui, on peut dire que la guerre a commencé à nouveau. C'était trop fort cette nuit-là. Les bombardements s'étaient intensifiés. Les F-16 ont écouté pendant toute la nuit. Ça a commencé à bombarder très fort, pas que à l'est, mais aussi à l'ouest. Le quartier où je suis, moi je suis dans le quartier de l'ouest, qui s'appelle Tel Sultan, ça a bombardé plusieurs fois. Et surtout que les gens ce matin ils se sont réveillés par les chars qui sont arrivés jusqu'au terminal Rafah. Donc ils ont presque pris la terminal Rafah, c'est sur la route Salah-ad-Din. Et ils ont pris déjà cette route-là Salah-ad-Din. Donc ils ont occupé tout l'est de la ville de Rafah. Mais le plus choquant, comme elle a dit votre invité, c'est la présence des drapeaux israéliens. Et ça fait partie évidemment, comme elle dit, de cette stratégie psychologique de montrer des grands drapeaux et que c'est l'occupation de toute la bande de Gaza et maintenant on est arrivé jusqu'aux frontières. Ce qui fait peur chez les gens, c'est que ce terminal-là, Rafah, c'est la seule porte d'entrée d'oxygène
Les produits ou bien les marchandises ou aides humanitaires, ça passe par ce terminal. Les blessés et les malades et les patients qui ne trouvent pas de soins, ils peuvent pas avoir des soins ici à Gaza, donc ils partent pour se faire soigner à l'étranger. Tout ça, cette porte-là est fermée. Ce qui a fait, c'est aggraver la crise humanitaire, aggraver la présence des humanitaires qui ne peuvent pas entrer et sortir, et manque de produits, manque de nutrition, manque de tout, et c'est ce qui fait aggraver vraiment la situation. Les déplacés ou bien les gens qui sont à l'est, ils se sont déplacés depuis hier, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, il y a un grand flux de déplacés qui sont déjà déplacés, ils sont en train de redéplacer, ils sont à l'ouest de la ville, juste parce qu'ils ont vu que les chars ils se proches des frontières égyptiennes, et c'est l'axe de Philadelphie. Et cet axe-là, surtout à l'ouest du terminal Rafah, il y a beaucoup de comptes de fortune de déplacés, et ces gens-là, et quand ils ont vu les chars, et tout de suite, chacun il voulait démonter sa tente et partir. Et partir où, on ne sait pas, mais en tout cas, si l'armée israélienne va prendre la décision d'occuper cette zone-là, la zone Philadelphie, il y aura des quartiers entiers qui vont être terrassés, parce qu'il y a par exemple le quartier Yedmin qui est juste collé à cet axe-là. Il y a juste 100 mètres de séparation entre les frontières et ces quartiers. Donc tous les gens qui sont dans ces quartiers-là, ils ont commencé à fuir et à prendre la direction vers l'ouest, un peu plus vers la zone côtière, pour voir comment ça va se passer et comment ça va évoluer les choses. Donc le sentiment général, c'est toujours la peur et la peur. Rami, est-ce qu'il y a eu, comme dans le reste de la bande de Gaza hier à Rafah, pendant quelques instants, quelques minutes, l'espoir que la trêve allait être signée entre le Hamas et Israël ? Bien sûr, hier c'était la grande joie. Les gens ils ont commencé à sortir dans les rues, dans les écoles, où il y a les déplacés, dans les camps de fortune. Et tout le monde est sorti parce que c'était vraiment cette nouvelle-là que tout le monde venait d'entendre. Et surtout, c'était le même jour où les Israéliens ils ont commencé à déclarer qu'il y a une offensive terrestre. Et quand ils ont vu que les Israéliens ils n'ont pas accepté et que c'est pas le même accord et qu'il y a toujours des prétextes, là le visage a changé de la joie vers toujours l'inquiétude et la peur. Et ils ont dit que voilà, on va avoir le même sort que toute la bande de Gaza, la destruction totale. Et il y a un point aussi très important, c'est que l'hôpital principal de la ville de Rafah, quand je dis principal, c'est pas un grand hôpital, mais c'est le principal, il se trouve dans la zone d'évacuation. Et donc les gens, ils ont peur de dire est-ce que ça va être occupé, s'il va y avoir des blessés, comment on va les faire soigner, parce que cet hôpital-là va être dans la zone d'évacuation, donc ça sera interdit d'aller jusque-là. Et ça sera une fois de plus le système de santé qui va échouer. Rami, à quoi peut ressembler une opération terrestre au sol avec des hommes, avec des chars, dans une ville si densément peuplée, à la population de laquelle s'est ajouté depuis le 7 octobre plus d'1 million de déplacés ? Oui, ça va être un tremblement de terre avec 1 million de victimes parce que ils ont nulle part où y aller. Et on sait très bien l'ampleur de cette armée-là et de quoi ils sont capables. Les déplacés surtout, ils ont vécu cette atrocité de cette occupation ou bien cette armée-là. Ils ont vu vraiment de quoi ils sont capables. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment gazastrophique. C'est une catastrophe spécialement Gaza qu'on ne s'est jamais vu dans le monde, sauf dans la bande de Gaza, avec l'ampleur de cette attaque-là ou bien cette guerre-là et surtout le nombre de victimes et de destructions. Merci beaucoup Rami Aboujamous en direct avec nous depuis Rafah. Merci beaucoup de ces mots et de votre témoignage. On reprend la direction de Jérusalem. Ludovic de Foucault, vous avez entendu ce qu'a dit Rami à l'instant. Comment le gouvernement israélien explique à cette heure son refus de la contre-proposition de trêve du Hamas ? Il semble que le gouvernement israélien ait été très surpris de cette annonce du Hamas qui a donné un accord à un texte que visiblement Israël ne connaissait pas et dont le cabinet de guerre israélien a dit qu'il était loin de répondre aux exigences israéliennes. Après, on peut expliquer ou comprendre pourquoi Israël ne connaissait pas ce texte, parce qu'Israël a décidé de retirer du Caire sa délégation de négociateurs. D'ailleurs, depuis l'annonce du Hamas, le cabinet de guerre israélien a indiqué que l'équipe de négociateurs allait de nouveau aller au Caire.
Ah, décidément, les liaisons sont compliquées avec le Proche-Orient ce matin. On a perdu Ludovic de Foucauld à nouveau. On le retrouvera. Ah, Ludovic, on vous entend à nouveau, j'ai l'impression. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Ludovic, allez-y. Oui, donc je vous disais qu'Israël, semble-t-il, était très surpris par cette annonce du Hamas. Israël ne s'y attendait pas et Israël ne connaissait pas le texte sur lequel le Hamas dit avoir donné son accord. Et on peut comprendre pourquoi Israël ne connaissait pas le texte, parce qu'Israël avait retiré du Caire son équipe de négociateurs. Et depuis l'annonce du Hamas, le cabinet de guerre israélien a indiqué que sa délégation de négociateurs était de nouveau en route pour le Caire. Maintenant, quels sont les points qui posent vraiment problème dans ce texte pour Israël? On en sait un peu plus ce matin grâce à la presse israélienne. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Le Hamas voudrait que des otages israéliens vivants ou morts soient échangés ou soient libérés à raison de 3 par semaine, alors qu'Israël voudrait que ça ne concerne que des otages vivants à raison de 3 tous les 3 jours. Voilà un point par exemple. Et puis l'autre point évidemment qui pose problème, c'est celui qui concerne un éventuel arrêt des combats. Israël voudrait se ménager la possibilité de continuer à intervenir militairement dans la bande de Gaza, même à l'issue du processus de libération ou d'échange, alors que le Hamas voudrait que ce texte entérine l'engagement israélien. Voilà, liaison capricieuse avec Jérusalem et Ludovic de Foucauld. On voyait à l'instant, en un mot, les images derrière Ludovic, Shirley, images bien sûr de l'espoir déçu des Gazaouis et de ces images de manifestations spontanées hier à la fois à Jérusalem et à Tel Aviv, de familles, d'otages qui ont cru elles aussi un instant qu'on allait parvenir à cette trêve et avec elles à cet accord échange otages contre prisonniers, des familles qui n'en peuvent plus d'attendre. Oui, une attente insupportable. Et au fur et à mesure de ces mois d'attente, on a vu que des dizaines d'otages ont été retrouvés morts, tués dans des circonstances extrêmement différentes. Et d'ailleurs, qu'on voit dans les médias, on regarde les médias israéliens dont parlait tout à l'heure Ludovic, on voit un bandeau avec les photos et les noms des otages qui sont à Gaza. Mais au fur et à mesure du temps, il y a une mention à côté qui indique mort, que sa mémoire soit bénite. Et de plus en plus de photos sont accompagnées de cette mention. Je veux dire, c'est vrai, ça montre à quel point des vies ont été perdues au cours de toute cette guerre, en plus évidemment de toutes les vies palestiniennes, mais également des otages qui sont morts pendant cette période. Et les familles qui désespèrent et qui n'en peuvent plus d'attendre, comme vous l'avez dit, qui pensaient vraiment qu'il y a une chance. Et c'est vrai qu'en Israël, il y a toute une discussion parmi les manifestants. C'est une partie des familles, une grande partie des familles. Ils estiment que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, finalement, il fait un peu traîner les choses. Et il pourrait faire plus de concessions pour avoir un accord maintenant. D'autres ne sont pas forcément d'accord sur les motivations de Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est personnel parce qu'il veut rester au pouvoir et tant que la guerre est là, il n'y a pas d'élection, lui, il reste en place. Et puis encore d'autres qui sont vraiment de droite et qui disent il faut attaquer Rafah et qui estiment que même si leurs proches sont à Gaza, eh bien ils estiment qu'Israël doit aller au bout de cette guerre. Ils espèrent que ça apportera la sécurité à Israël. C'est leur opinion et c'est ce qu'on voit aussi dans les réseaux sociaux et dans les interviews. Nous sommes en ligne avec Isha Idan. Bonjour, merci infiniment de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous avez perdu votre belle-sœur et votre petite-nièce lors des attaques du 7 octobre. Vous êtes l'oncle par alliance d'Ofer Calderon, qui est l'un des 3 derniers otages français encore aux mains du Hamas. On le disait à l'instant, il y a eu hier soir cet espoir pendant quelques minutes que la trêve et que donc ces échanges prisonniers contre otages allaient avoir lieu. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? C'est dans un état d'esprit tout à fait pas glorieux. Et on n'avait pas du tout un moment d'espoir. On avait seulement un moment de renfort, de puissance qui nous a demandé à faire tout pour arrêter la guerre et accepter faire venir les otages. Je voudrais vous dire aussi, les otages israéliens sont des citoyens la plupart, mais même s'ils sont des soldats, ils ont été pris par force dans Israël. Donc, c'est pas contre des prisonniers du Hamas, c'est contre des terroristes du Hamas qu'ils ont violé notre pays.
D'ailleurs, Hadas, qui est la fille de mon frère, a écrit un livre sur ce sujet, 55 jours sans eux. Et c'est pour seulement rappeler à tout le monde que c'est encore, ça continue, c'est très difficile et on n'accepte pas. On n'accepte pas que ça continue comme ça. Et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour forcer le gouvernement israélien et les autres pays aussi d'appuyer pour faire la liberté de ces otages qui souffrent vraiment pour rien de leur cause. Autre chose, je voulais dire que c'est pas tout à fait exact de dire qu'ils sont de droite ou de gauche, ceux qui sont pour ou contre. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut faire ça avec la force. Moi et un grand groupe de parents des otages, on pense que ça ne peut pas aider. Il n'a pas aucun intérêt à accepter. Et tout ce qu'il fait, c'est des je ne sais pas comment ça s'appelle, tour de main, tour de tête. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que dites-vous aujourd'hui au gouvernement de Benjamin Netanyahou? Que faut-il faire dans l'urgence, là, dans les jours qui viennent? Il doit accepter ce qu'il demande et dire, oui, nous, on arrête la guerre maintenant. C'est tout. Oui, on arrête la guerre, mais on veut tous les otages. Pas 3, 4, et pas par sélection du Hamas. C'est-à-dire, nous, oui, je veux que Ofer revient. Je sais que Hadas et ses enfants souffrent terriblement. Mais on veut tout le monde, pas seulement eux. Tout le monde, même les corps. Et si il accepte ça, Netanyahou, peut-être qu'il pourra peut-être se débattre d'une façon plus forte pour lui-même. Je ne crois pas qu'il arrivera, mais je ne sais pas. Donc, c'est ce que je pense. On ne peut pas continuer ça comme ça. On doit libérer et on doit arrêter à faire cette guerre de toute façon. Merci infiniment. Merci Shahidan d'avoir répondu à nos questions ce matin et nos pensées nous accompagnent ainsi que vos proches. On va aller à Beyrouth retrouver Joseph Baout. Merci. Je sais que ça fait un moment que vous êtes en ligne. Merci beaucoup d'avoir attendu quelques instants. Joseph Baout de l'université américaine de Beyrouth. Pardon. Est-ce que vous diriez que le Hamas a réussi un coup ces dernières heures, laissé penser que désormais la balle était dans le camp du gouvernement Netanyahou? Je crois qu'il l'a réussi dans les premières heures, évidemment, et je crois que c'était un peu le calcul du Hamas d'accepter un cessez-le-feu ou d'accepter un accord dont il faut souligner qu'on ne connaît pas encore exactement les détails, puisqu'il semble qu'il y ait deux versions très légèrement différentes, celle qu'a acceptée le Hamas et celle que Israël prétend avoir reçue et qui ne sont pas tout à fait concordantes, d'où probablement le fiasco depuis hier soir. Donc Hamas a réussi son coup dans les premières heures en apparaissant comme disons, un acteur de bonne volonté, recherchant la fin des hostilités et jetant la balle dans le camp d'Israël et de Netanyahou. Netanyahou a relevé le défi et a lancé l'offensive de Rafah, qui était une façon de répondre à la proposition de cessez-le-feu par la négative. Mais je crois que depuis que Rafah est pratiquement aujourd'hui pris, mais ça c'est des détails de terrain que vos correspondants connaissent probablement mieux que nous, je crois que maintenant, le jeu de Hamas devient beaucoup plus risqué et beaucoup plus limité. Les questions aujourd'hui qui confrontent l'organisation sont énormes. D'abord, si l'étau se referme sur Gaza, c'est-à-dire le passage avec l'Égypte, quel va être le sort des populations de Gaza qui sont sous la protection du Hamas, mais aussi quel va être le sort des leaders du Hamas. Je crois que maintenant, probablement dans l'état-major israélien, il y a peut-être une réflexion sur le fait de finaliser l'opération en utilisant le renfermement du piège
sur le leadership de Hamas pour terminer, pour liquider en fait le leadership, essentiellement Senwar et d'autres figures emblématiques, ce qui est un peu la victoire qu'attend Netanyahou depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, en fait, il n'a rien à montrer en termes concrets, en termes réels à sa population et à l'opinion, en fait. Et maintenant, il a peut-être la chance, entre guillemets, de pouvoir exhiber un trophée s'il arrive à pousser l'offensive. Ce qui nous amène à une troisième question. Quel va être maintenant l'état des relations entre Israël et Netanyahou d'un côté, les États-Unis de l'autre, qui, je pense, ont très mal pris le fait que Netanyahou les ait renvoyés dans les cordes, en fait, en ne prenant pas un cessez-le-feu après une négociation marathon à laquelle a participé Bill Burns, le chef de la CIA, le directeur de la CIA, qui est quand même l'un des acteurs les plus puissants dans le système américain. Je crois que les États-Unis ont très mal pris hier le fait que l'offensive de Rafah soit la réponse de Netanyahou à leur proposition. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer dans le très court terme, Joseph Baoud, qu'il y ait en même temps une opération d'envergure terrestre à Rafah et parallèlement, dans le même temps, véritablement des négociations autour de propositions, contre-propositions, contre-propositions en Égypte? Est-ce que ces deux mouvements-là peuvent vraiment avoir lieu de façon concomitante? C'est le plus logique, c'est tout à fait le plus logique. En général, on négocie, bon, Israël surtout négocie sous le feu, comme on dit, c'est-à-dire que l'enclume, disons, c'est le marteau et l'enclume. La pression sur le terrain est supposée, dans la tête, j'imagine, de l'état-major Netanyahou, améliorer les conditions de la négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hamas sera probablement, en tout cas c'est ce que Netanyahou espère ou attend, beaucoup plus souple dans la négociation, mais je pense qu'il risque d'être déçu puisque les dernières nouvelles que je lisais ce matin en provenance du Hamas poussaient à dire au contraire que maintenant qu'ils ont montré une bonne volonté qui a été rejetée par la partie israélienne, leurs conditions vont se durcir. Donc je pense qu'au Caire, aujourd'hui, on va avoir un nouveau round de négociations qui va être très chaud. Par ailleurs, Bill Burns, qui devait repartir aux États-Unis, est encore au Caire. Il a prolongé son séjour. Je crois qu'on attend une délégation technique israélienne qui va probablement venir dire « Voilà, nous avons le terrain aujourd'hui, qu'est-ce que vous concédez sur la table politique ?» Je crois que ça va être très difficile aujourd'hui. Il se peut que tout cela entraîne les partis, essentiellement le Hamas, dans une sorte de spirale plus ou moins, je dirais, suicidaire, entre guillemets, et monter les enchères et dire à Netanyahou, bon, puisque vous avez voulu torpiller le jeu, allez jusqu'au bout de votre logique et voyons ce que vous pouvez faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les 24 heures qui viennent, on est vraiment à la croisée des chemins. Pour répondre à votre question, oui, Netanyahou va probablement utiliser cette offensive pour relancer une négociation en arguant du fait que le papier qu'il a reçu de la part des Américains n'est pas exactement le papier que Hamas a reçu de la part du Qatar et de l'Égypte, puisqu'il y a plusieurs négociateurs qui font le travail. Les détails sont peut-être minimes, mais il va essayer de les amplifier pour se dédouaner et pour essayer d'obtenir mieux. Je crois que les prochaines heures vont être cruciales à ce niveau. Joseph Baoud, vous restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Parlons-en et on va continuer cette discussion et ce Proche-Orient à la croisée des chemins. À tout de suite. – 10h30 ici à Paris et la suite de Parlons-en consacrée aujourd'hui à ce Proche-Orient à la croisée des chemins alors que l'armée israélienne annonce ce matin avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah dans l'extrême sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Égypte et parallèlement qu'il y a ces négociations qui vont se poursuivre, négociations autour d'une trêve éventuelle entre Israël et le Hamas après les faux espoirs d'hier soir et de ces derniers jours. On le disait juste avant la pause avec vous, Joseph Baoud depuis Beyrouth de l'université américaine. Merci encore d'être là. Avec vous, Shirley Sidbon, journaliste ici à France 24, spécialiste du Proche-Orient, que le gouvernement israélien n'en a que faire jusqu'ici et des appels à la retenue du gouvernement américain, qui est aussi, faut-il le rappeler, le principal pourvoyeur d'aide militaire à Israël, mais aussi des appels de la communauté internationale, à commencer par le patron de l'ONU, Antonio Guterres. On va l'écouter. J'ai lancé aujourd'hui un appel très concrétiser un accord qui est absolument vital.
Il s'agit d'une occasion à ne pas manquer et une invasion terrestre de Rafah serait intolérable en raison de ses conséquences humanitaires dévastatrices et de son impact déstabilisateur dans la région. Joseph Baout, Antonio Gutiérrez parle d'une offensive sur Rafah qui serait intolérable. Comment vous expliquez-vous que jusqu'ici le gouvernement Netanyahou soit complètement sourd à la pression à la fois de la diplomatie américaine et de la diplomatie internationale en général ? En fait, votre question, on peut la poser depuis pratiquement la fin du mois d'octobre. Et en fait, la réponse, elle est la même. C'est-à-dire que Netanyahou est d'une certaine façon l'otage de la construction très compliquée de sa coalition gouvernementale. Il est l'otage sur cette question de Rafah et sur d'autres aspects de l'offensive de l'extrême droite et du groupe, disons, extrémiste de son gouvernement. Il y a de l'autre côté la pression à la fois, disons, des figures modérées de la coalition récente, c'est-à-dire Gantz, Eisenkot, etc., mais aussi la pression populaire qui vise à libérer les otages. Donc en fait, il navigue entre les deux. Et tout écart par rapport à l'un ou l'autre des pôles de cette logique le ferait tomber. Ce qui aussi ajoute, nous rappelle que Netanyahou joue très largement sa survie politique, c'est-à-dire qu'en fait, il a intérêt à ce que la guerre se poursuive même à moyenne intensité. C'est un peu ce qu'il essaye de faire maintenant à Rafah d'une certaine façon, pour se maintenir au pouvoir, jouer le temps, jouer la montre, avec en ligne de mire, je pense, les élections américaines de novembre. S'il arrive à tenir jusque-là avec un pari qui serait que Biden pourrait sortir affaibli ou même perdre les élections, à ce moment-là, il aura peut-être prolongé sa ligne de vie politique. Tout ça est très cynique et très risqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un acteur, Netanyahou, qui est vraiment dans la logique de la survie politique et non pas de la stratégie de long terme. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver des réponses dans la politique politicienne israélienne. Hier soir, les manifestations à Tel Aviv, à Jérusalem et ailleurs étaient monstrueuses devant la maison de Netanyahou lui-même pour lui dire qu'en fait l'offensive de Rafah pourrait tout simplement conduire à la mort des otages qui restent. Et donc aujourd'hui Netanyahou n'est plus dans une logique politique, il est dans une logique, je crois, complètement psychologique de survie. Alors j'ai une question pour vous sur ce que peuvent faire les Américains. On a vu pour la première fois dans cet accord qui a été annoncé, qui a été validé par le Hamas, les Américains qui disent même si Israël ne s'est pas engagé à terminer la guerre à la fin de ce processus, nous, on donne notre garantie, nous et les médiatrices, les autres pays, on donne notre garantie que la guerre sera finie à la fin. Donc, les Américains prennent une position un peu nouvelle. Là, on apprend qu'ils veulent retenir une livraison d'armes, de munitions. Comment vous voyez les Américains agir pour peut-être faire dévier Netanyahou et arriver vers une fin de la guerre ? Je crois qu'on peut voir déjà depuis un moment l'excédation américaine, c'est-à-dire le fait je crois qu'ils n'en peuvent plus de porter le boulet qu'est Netanyahou. Le problème, c'est qu'ils bougent extrêmement lentement et avec des mesures qui, au fond, ne sont pas un levier suffisant pour débrancher, disons, la machine Netanyahou. Il y a plusieurs leviers. Il y a le levier diplomatique, c'est-à-dire le vote à l'ONU, le fait de pouvoir construire peut-être une résolution plus forte au Conseil de sécurité. Jusque-là, ils ne l'ont pas fait. Il y a le levier approvisionnement en armes et en munitions. Bon, ils l'agitent de temps en temps, ils le font, mais vraiment à minima, mais pas de façon qui arrêterait, disons, la machine de guerre. D'ailleurs, ils ont approvisionné cette machine de guerre dernièrement en avions, en armes, etc. Il y a aussi peut-être la construction d'une coalition arabe avec leurs alliés, que ce soit l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar et autres, qui seraient beaucoup plus solides et beaucoup plus, je dirais, vocales. Mais là aussi, on ne voit pas encore cet effort. Alors la question qu'on se pose, je crois depuis très longtemps quand même, c'est pourquoi ? Est-ce que cela est dû à la faiblesse, je dirais, congénitale de l'administration Obama, qui au fond ne s'intéresse plus beaucoup à la région et ne veut pas dépenser de capital politique au Moyen-Orient, ou est-ce que c'est dû aussi, là on retrouve la politique intérieure américaine, à des considérations électoralistes de Biden,
qui en même temps sait qu'il a perdu une large part de son électorat, je dirais, pro-paix aux États-Unis, son électorat aussi arabe et son électorat jeune, mais qui ne veut pas encore complètement perdre une autre partie de son électorat qui est peut-être plus favorable à la sécurité d'Israël telle qu'elle est conçue et exprimée par Netanyahou. Donc je pense que lui aussi joue sur la corde raide, un peu comme Netanyahou, de façon moins probablement psychologique, je dirais, mais aussi tout écart de la part de l'administration américaine pour écouter les élections. Je crois qu'aujourd'hui, la vraie ligne de mire, encore une fois, c'est le mois de novembre aux États-Unis et tout le monde calcule ses mouvements et ses positions par rapport à cet objectif-là. Joseph Baoud, j'ai une question en apparence simple. J'imagine que la réponse est compliquée. Est-ce qu'on sait ce que veut le Hamas aujourd'hui ? Le Hamas veut d'abord survivre lui aussi, l'appareil politique et ce qui reste de l'appareil militaire. Je crois qu'il veut aussi montrer que la logique de la résistance, la logique de l'action armée paye. Il veut devenir, et ça je crois que c'est le plus important, l'acteur principal dans la scène palestinienne, et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, quelques semaines, des figures importantes du Hamas ont proposé de refonder ou de refondre l'autorité palestinienne, et je crois que c'est quelque chose qui va être de plus en plus dit à partir de maintenant. Et je crois qu'ils veulent aussi montrer qu'ils sont capables, mais ça c'est un tout petit peu perdu déjà, de préserver la sécurité, l'intégrité de la bande de Gaza et de l'infrastructure dans cette bande. Mais ça, je crois que c'est fini depuis un moment. Perdu, vous dites 35 000 morts, 1 million de personnes menacées à Rafah par cette offensive israélienne, une bande de Gaza détruite. Aucun succès, loin de là, sur ce point-là. C'est exactement ça, mais aussi dans cette région du monde, il faut se mettre dans le cortex cérébral de certains acteurs pour qui le calcul des gains et des pertes n'est pas exactement le même que pour vous ou pour moi. On le voit ici au Liban avec certains acteurs, avec le Hezbollah parfois, on le voit avec le Hamas, on le voit aujourd'hui même avec la frange extrémiste du gouvernement Netanyahou qui est prête à dire il faut passer les otages par perte et profit puisque la sécurité d'Israël passe avant tout. Donc on est un peu dans une logique qui n'est plus la même que celle que des gens comme vous et moi peuvent froidement articuler. Shirley Sidbon, Joseph Baoud, vous restez avec nous. On le disait au début de l'émission, on a l'impression, à l'heure où l'on se parle, que ni le Hamas, ni Israël, en réalité, n'a de plan, n'a de projet pour demain, pour l'après-guerre, pour ce qu'il se passera après. Et c'est d'ailleurs là-dessus aussi que se créent les dissensions sur les propositions, contre-propositions qui circulent en ce moment. Oui, chacun veut terminer cette guerre en ayant l'impression d'être le vainqueur, d'avoir obtenu plus de choses que l'autre, même si finalement les deux camps ont perdu énormément. Les Palestiniens et les Israéliens ont tous perdu. Évidemment, les morts du côté palestinien, énormes, mais Israël qui désormais se sent vulnérable, les Israéliens dont l'image n'est pas seulement écornée, elle est presque détruite dans de nombreux endroits de la planète. Et puis, vous parlez de la vision à long terme. Malheureusement, en Israël, il y a différents camps. Et il y a un camp, celui qui est à la droite, de la droite, de la droite, et qui tient Netanyahou au pouvoir dans cette coalition, et qui a une vision très claire de ne plus voir, de reprendre contrôle des territoires palestiniens occupés de façon plus claire. Pas seulement les occuper, mais carrément qu'ils deviennent israéliens, en quelque sorte. Ça, c'est leur agenda à eux. Donc les Israéliens divisés, évidemment que Netanyahou ne peut pas dire ça. Il a un veto absolu du côté des Américains, et de nombreux Israéliens ils sont largement hostiles, mais il y a des deux côtés le Hamas qui a toujours sa volonté de voir Israël disparaître, et du côté de l'extrême droite israélienne la volonté de ne plus voir des territoires contrôlés partiellement par des Palestiniens. Donc évidemment une grande division, et finalement du côté palestinien aussi des gens qui se sentent désemparés face à ce Hamas qui contrôle tout. Et comment est-ce qu'on peut construire quelque chose face à ça, une autre voie très, très, très compliquée. Joseph Baoud, dans les deux camps, on a avancé depuis le 7 octobre, coup après coup, pas après pas, sans aucune vision de long terme. Je crois que tout à fait. Enfin, c'est ce que disait tout à l'heure, enfin tout à fait à l'instant notre interlocutrice, je dirais. Je m'excuse, mais j'ai oublié son nom. Shirley Sidbon.
Charlie, donc je pense que c'est plus vrai pour Netanyahou quand même et pour la partie israélienne que pour le Hamas. Le Hamas a une politique du pire mais qui est construite un peu sur le long terme, c'est-à-dire que à moins d'être complètement éradiqué, ce qui est aujourd'hui pratiquement impossible, le Hamas espère sortir, je sais que c'est très cynique de le dire comme ça, mais relativement vainqueur politiquement à long terme, c'est-à-dire devenir un peu l'acteur pivot de la scène palestinienne sous une forme probablement transformée. Ce ne sera pas le Hamas qu'on connaît aujourd'hui. Donc rentrer dans les instances de décision palestiniennes, redevenir la partie avec laquelle le monde entier négociera, ce sera difficile, mais ils espèrent le faire. Alors que pour Netanyahou, la stratégie, elle est de m'asseoir, elle est la survie du gouvernement, sa survie politique, le fait d'échapper au jugement israélien, au jugement de la justice israélienne. Pour Hamas, c'est un peu différent. Évidemment, il y a la survie personnelle des personnalités du Hamas, essentiellement ceux qui sont à Gaza, Senwar ou d'autres, ou Abu Ubaïda, etc. Mais au-delà de cela, l'appareil qu'est le Hamas espère sortir de cette affaire avec bien sûr son parrain iranien. On oublie qu'il y a un environnement régional très compliqué dans cette affaire, comme un tout petit peu l'acteur qui aura gagné son siège légitime sur la table de négociations futures. La question, et ce qui fait un peu rire, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de négociation en vue, puisque pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une partie internationale qui mettent cette négociation sur la table. On le disait tout à l'heure, la partie américaine aujourd'hui est paralysée et hors d'état d'agir avant les élections américaines. L'Europe est bien sûr, je ne dirais pas impuissante, mais très limitée. Et les partis arabes sont très cyniquement en train d'attendre la fin du match en voyant qui va émerger gagnant et perdant pour se positionner et minimiser leurs coûts politiques, domestiques. Aujourd'hui, l'Égypte est tétanisée par la prise de Rafah. On n'en a pas parlé, mais c'est un énorme coup pour l'Égypte. La prise de Rafah risque de mettre à mal les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte. La Jordanie est tétanisée par le risque de voir la Cisjordanie s'enflammer et s'embraser dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et les États du Golfe, on le voyait il y a une semaine, sont encore en train de voir comment ils peuvent naviguer vers une sorte de normalisation qui ne dit pas son nom avec Israël, malgré ce qui se passe à Gaza. Donc je pense qu'il n'y a plus de contexte international aujourd'hui pour une négociation demain. Et dans ce sens-là, les acteurs du pire, et Hamas en est un, émergent un tout petit peu comme les seuls vainqueurs relatifs, ou en tout cas les non-perdants absolus. À moins, encore une fois, qu'ils soient complètement éradiqués, ce que je ne vois pas très facilement faisable. Je retiens un mot, Charlie Sibon, de ce que Joseph Baoud vient de dire, c'est la tétanie. C'est là la tétanie, oui. Le fait d'être tétanisé. Oui, oui. Et on voit le désespoir des deux côtés finalement. Et on parlait de quel espoir à long terme, mais on voit qu'en Israël, après cet échange, il y a une société qui est très divisée. D'ailleurs, on le voit avec les images aujourd'hui, notamment de Rafah. Tout à l'heure, on voyait des images qui étaient sur Twitter aujourd'hui avec ce char israélien qui rentre et qui détruit, qui écrase un signal qui indiquait Gaza, I love you. C'est l'entrée de Rafah vers la bande de Gaza. Et donc ce signe qui est détruit, ce poteau qui est détruit et ensuite qui avance et on voit le drapeau israélien planté. Et derrière, donc ça c'est un journaliste de la chaîne très à droite, la chaîne 14 israélienne. Mais quelles sont les réactions derrière ? Eh bien, une société très partagée. De nombreuses personnes qui disent on espère que vous allez, les soldats, revenir vivants. Et d'autres qui disent mais à quoi ça sert ? Est-ce que cet écriteau, est-ce qu'il appartient au Hamas ? Est-ce que c'est un écriteau terroriste ? Et donc on voit la société qui est extrêmement divisée sur cette question, avec ceux qui critiquent et ceux qui soutiennent. Et puis ceux qui disent, oui, une opération militaire, on comprend, mais pourquoi détruire ces signes ? À quoi ça sert de détruire tout ce qui montre le caractère palestinien dans la bande de Gaza ? Est-ce que c'est ça, finalement, votre but ? Merci infiniment, Shirley. Merci beaucoup, Joseph Baout, de nous avoir accompagnés ce matin. Je retiens de ce que vous nous disiez qu'on était à la croisée des chemins ce matin et continue bien sûr à suivre de près ce Proche-Orient sur le feu. Merci infiniment aussi à Ludovic de Foucault qui était tout à l'heure à Jérusalem et à Rami Aboujamous qui est à Rafah et auquel on pense tout particulièrement ce matin. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion.